Allez, bonsoir à tous, salut les gars, bienvenue pour ce live ce soir dédié au rétro gaming. Alors, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'émission, période de repos. J'espère que de votre côté, bah voilà, vous avez passé une bonne semaine et puis également que vous avez pu aller récemment sur Paris, hein, faire vos achats, vos derniers achats en boutique. On va parler des quelques vidéos que j'ai pu regarder cette semaine également et les jours passés, hein, pour parler un peu de l'actu rétro que vous avez pu voir également du côté de vos chaînes. Salut bien sûr aux gens qui passent par le chat, hein. Salut à toi Sébastien, j'espère que ça va. Salut à Marado, comment vous allez les gars? Vous avez passé on va dire une bonne fin de vendredi avec vos activités principales, j'espère, voilà. Salut Jagme Retro. Bah comme tu m'avais laissé, alors on va peut-être aussi regarder rapidement les commentaires les gars que vous aviez pu laisser sur les dernières vidéos justement qu'on avait faites et puis les derniers sondages qui vont être le théâtre, je pense, d'un prochain live qui va arriver en fin d'année. On va faire un live en fin d'année où justement on va parler des jeux et des consoles avec lesquelles vous avez le plus joué durant les 12 derniers mois pour faire un petit bilan justement de ce que vous avez aimé dans vos achats et moins aimé, hein. Parce que faut pas se mentir, il y a des gens, je pense, qui ont acheté des jeux et ils n'ont pas forcément apprécié ce qu'ils ont pu récupérer à droite, à gauche. J'ai récemment des gens que je connais qui ont pu récupérer des jeux qu'ils pensaient pas du tout acheter, par exemple. Et sous les conseils de certains, ils sont passés à l'acte en achetant ces derniers titres-là, voilà, de leur côté de leur collection. Salut à et toi, FK2D, et salut à Kairos. Bah, j'espère que Kairos aussi ça va pour toi au niveau travail. Ça doit être très très chargé, j'imagine bien. Alors on peut commencer par plein de choses, hein. On peut commencer tout doucement si vous voulez les gars par exemple en effet les petites questions que vous avez posées dans l'onglet communauté à travers justement les jeux que vous aviez le plus apprécié durant cette année. Et puis on fera cette émission voilà, quand il y aura bien sûr un peu plus de temps qui sera passé. Mais c'est toujours intéressant de voir ce que vous avez apprécié et ce que finalement on laisse entendre que les gens doivent apprécier au niveau des jeux rétro. Ce qui n'est pas évident au final, vous allez voir ça. Et puis on va parler, voilà, comme je vous l'ai dit au tout début de l'émission, de 2-3 vidéos que j'ai pu regarder. Et vous allez me donner votre avis, hein, sur justement ce que vous pensez peut-être de ces personnes qui ont fait ces vidéos-là. Alors, je vais vous mettre tout de suite euh, une page avec justement l'onglet communauté et puis les derniers commentaires que j'ai pu relever à travers. Voilà, on va faire ça rapidement en 5 minutes, hein. Je vous mets tout de suite ça. Voilà. Parce que ça va pas être le sujet principal, hein, de la soirée. Voilà, on va parler d'autre chose. Mais c'est histoire de, voilà, de peut-être répondre en direct par rapport à ce que des gens avaient pu poser comme question ou comme thèmes principaux à travers les différents sondages qu'il y a pu avoir. Alors je vous mets ça tout de suite, voilà. Alors par exemple, il y avait Soviétique qui avait posté tout récemment aujourd'hui, hein, un petit commentaire à travers par exemple le short que je vous ai laissé. Alors il y a un truc que je trouve assez étonnant, j'ai l'impression que YouTube met largement moins en évidence les shorts sur les chaînes YouTube. Et j'ai l'impression en fait que ça apparaît pas forcément tout de suite dans le fil d'activité. Il y a des shorts, en fait, tu mets les mêmes tags à droite à gauche, t'as 400 vues.
tu refais le même genre de tag un peu plus tard, t'as 12 vues ou 20 vues. C'est très 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 étrange en fait la, la priorité donnée aux shorts dans le fil d'actualité de YouTube, hein, j'ai l'impression. C'est très très étonnant. Alors, Soviétique, il avait dit par exemple, quand tu as connu de longs temps de chargement, voilà, dans les jeux vidéo, tu deviens de plus en plus patient, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que le passage au CD a été une régression au final pour les gens qui ont connu l'évolution de la cartouche où justement bah, le jeu du tac au tac, boum, tu arrivais avec rapidement des temps de chargement inexistants au menu, au niveau suivant, au combattant suivant, etc. Ouais, cette semaine, les gars, bon, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça sur plein de chaînes YouTube. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus facile pour certains de le faire, c'est d'acheter des abonnés. J'ai vu des chaînes en 2 semaines prendre 1000 abonnés. 2 semaines plus tard, reprendre 1000 abonnés. Sincèrement, quand les vues continuent à être autour de moins de 100 ou 80 ou 70 par vidéo, et que tu as presque 5000 abonnés, bon, on a compris, il y a un souci, les gars, voilà. Ça sert à rien de... Acheter des vues, les gars, aussi, acheter des vues, hein, si vous achetez des abonnés, achetez des vues. Euh, alors, par exemple, voilà, dans les jeux Mega Drive que certains ont cités, voilà, pour l'émission qu'on fera plus tard, vous avez des gens qui ont cité, par exemple, Quackshot, Castle of Illusion, Shadow Dancer. Pour ceux qui y ont joué cette année, hein, voilà, par exemple. Moi, je sais que cette année, j'ai refini pas mal de jeux de plateformes classiques. Comme par exemple, en effet, j'ai refini Quackshot, j'ai refini les Tiny Toons, j'ai refini. Je sais pas, il y en a plein d'autres, des petits comme ça. Et bon, je pense qu'on est trop. Je suis trop vieux, je vous le dis maintenant, pour apprécier en fait une nouvelle fois de reterminer ces jeux-là. Y a pas la magie qui est revenue en fait. Quackshot, je suis resté sur ma faim. Et World of Illusion, c'est pareil. On n'a plus l'âge, les gars, pour. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la performance à travers les shoot 'em up et puis les jeux de course, par exemple, hein, comme on a les Wipeout et puis des shoot 'em up très performants, très rapides. Ça, c'est intéressant pour les anciens de jouer à ça, mais refaire un jeu de plateforme, t'as plus la magie de redécouvrir les niveaux en fait. Moi, je l'ai complètement perdu. Alors, attendez. Et puis, alors, Jagme Retro, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure en fait, c'est qu'en effet, ouais, ça me dérangerait pas en effet dans le futur de discuter en direct hein, dans la boutique de chez Vincent. Parce qu'au final, voilà, c'est une des vidéos les gars, que j'ai vu cette semaine. Allez faire un tour hein, sur la chaîne de Grandpa qui a fait une rencontre abonnée. Je le savais depuis le mois de septembre, moi qui avait la rencontre abonnée, ça faisait très longtemps que je le savais. Et parce qu'on s'était vu à la boutique de Saint-Maur, où justement bah, il allait amener plusieurs personnes pour faire cette journée spéciale République, cette journée autour d'achat. Alors moi comme je vous l'ai dit, salut à toi Landors, ouais, excuse-moi je t'ai pas dit bonjour. Moi comme je vous l'ai dit, au niveau des achats c'est terminé. J'ai absolument plus rien à acheter les gars. Et c'est vrai que de ce côté-là je suis assez content parce que j'ai évité le pire au niveau de, des prix auxquels j'aurais pu acheter ces produits-là aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, on va en parler de ça là. On va en parler, ça va être le sujet principal du live du soir, les gars. Hein, 8 ans plus tard, certains jeux qu'on a vus dans des vidéos, ça vaut combien en euros aujourd'hui? Et surtout, quel est le pourcentage au niveau de l'inflation que ça a pris? Et vous allez voir que c'est terrible. C'est assez terrible. Donc voilà, je disais les gars, allez faire un petit tour voilà, sur cette vidéo rencontre abonnée avec justement bah, des personnes qui ont acheté des jeux pour se faire plaisir, des jeux pour leur collection, pour y jouer.
Et ce qui est bien en fait dans ce genre de débat, de thème, c'est que vous avez des gens de différentes classes sociales qui parlent. Il n'y a pas que des fans de Neo, il n'y a pas que des fans de PS2 ou de PC Engine, il y a des fans de toutes les consoles que ce soit. Et on retrouve dans ces débats et ces thèmes, c'est ça que j'aime bien, voilà, des variantes au niveau des achats. C'est pas des gens qui achètent que des jeux chers ou qui montrent que des jeux chers. Et voilà, ils achètent de tout, ils achètent surtout des jeux dont ils ont envie et puis aussi et puis voilà, je pense que au final, on n'a pas eu une grande différence par rapport à ce que d'autres ont fait sur Paris au niveau des rencontres abonnés, achats, etc. Ça reste, comment dire, du classique, mais à une période du mois d'octobre 2024 qui aurait pu être différente en effet si, comment dire, il y avait peut-être eu un peu plus de commerces encore ouverts sur Paris. Malheureusement, voilà, il y en a que deux ou trois qui sont intéressants. Et sur le quartier, donc au final, le tour des boutiques est très très rapide hein, sur Paris. Faut pas se leurrer. Mais moi, j'ai regardé toute l'émission. J'ai même regardé une deuxième fois certaines parties. Euh, mais j'ai trouvé l'émission très intéressante et moi, c'est ça que j'aime bien en fait. C'est des discussions simples, des débats simples. Et il y a toujours des choses de qualité à écouter chez chacun. Au niveau des gens qui ont encore un pouvoir financier pour acheter des jeux, hein, parce que ça devient de plus en plus cher de se payer un produit physique aujourd'hui. C'est vrai que cette semaine également, j'ai remarqué ça, il y a pas mal de gens qui font des débats sur la fin du physique, la fin de je sais pas quoi. Ben, les gars, ouais, sincèrement, les éditions collector de Nintendo, c'est quoi? C'est du démat ou c'est du physique? Bah, au final, il y a toujours le carton que vous prenez dans le rayon avec l'objet collector. Même si c'est un code de téléchargement pour certains jeux, il y a toujours l'objet physique qui existe. Donc je pense qu'il y en a plein qui maîtrisent pas les débats ni les sujets quand ils en parlent. C'est pas nouveau, hein. Alors Sébastien, tu dis, on parle souvent des jeux consoles, mais il y a aussi les accessoires pour console, genre les guns pour jouer au rail shooter. En effet, les rail shooters c'est très intéressant parce que il y en a pas énormément, mais le peu qu'il y a comme, j'arrive pas à arriver à enlever cet onglet là qui est devant l'écran. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Hop, alors on va cliquer, hop. Donc, ouais, je disais, il y a des. Moi, j'ai acheté récemment, par exemple, enfin, récemment, ça fait 3 mois, j'avais acheté le gun pour, vous savez, la Saturn, pour jouer à House of the Dead, tout ça. Ouais, les guns, c'est assez intéressant. Il y a aussi la pédale avec Time Crisis pour la PS1 ou la PS2, je sais plus. Je crois que c'est. Et sincèrement, ça, essayez de le choper, les gars. C'est pas mal du tout. C'est très intéressant. Ouais, j'avais fait une petite vidéo autour de la NES également, où je parlais de jeux voilà, que j'avais pu faire grâce à des amis, parce que moi j'ai pas une NES. J'ai jamais eu une NES, on me l'a prêté pendant. On nous en a prêté une pendant 2 mois à la maison, on l'avait échangé contre notre Master System, et puis après on a récupéré la Master, mais on n'a absolument pas eu la console. C'est-à-dire que mes sœurs n'étaient pas du tout fans de Nintendo, elles trouvaient trop dur les jeux, ce qui était vrai, hein, c'était plus des jeux de mecs assez difficiles et de geeks. Les filles n'étaient absolument pas geeks à l'époque, hein. Elles préféraient jouer à des jeux un peu plus faciles, voilà, du côté de Sega. Et on n'a jamais acheté donc une NES pour la famille. Mais je me souviens que j'avais un pote, lui il était prêt à échanger la NES avec peut-être 12 jeux je crois, 12 jeux en loose, hein, parce qu'on jetait les boîtes à l'époque, mais il était prêt à échanger la NES contre notre Master System et mes sœurs voulaient pas le faire. Pourtant il y avait du Batman, il y avait du Blade of Steel, il y avait de très bons jeux, hein, il y avait DuckTales, il y avait tout ça, mais bon, on peut pas aller contre la décision, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre les gars?
Ouais, bah, après, il y a toujours des gens qui, voilà, qui n'aiment pas forcément la NES parce qu'ils l'ont pas connue ou qui trouvent la console assez moche au niveau de l'image. C'est une très belle console, la NES, hein, y a rien à dire. Surtout encore aujourd'hui, quand tu refais les jeux, c'est pas question de bien vieillir, mal vieillir, mais niveau level design, Nintendo, le label qualité est exceptionnel, hein. Ça, c'est clair et net. Euh, Alors, Retro, t'étais dégoûté quand t'as joué à Gremlin sur Game Boy avec son bâton de merde. Batman est phénoménal, même aujourd'hui, en effet, ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Voilà, bon, après, je vous laisserai aller faire un petit tour du côté des questions autour du sondage que j'ai pu mettre voilà, sur la page. Et puis également, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé également, par exemple, la vidéo de SNK qui est parti du côté de République voir le gérant de Full Set. Alors, je sais pas si vous avez été faire un tour euh, du côté, euh, du côté justement des dernières vidéos où les gens sont partis à République. Mais bon, moi j'aime bien essayer de voir un peu l'avis des autres, exactement ce qu'ils en pensent de ces boutiques, etc. Je me suis rendu compte qu'au final, par moment, tu as le sentiment que c'est plus parfois une vidéo commerciale. Voilà, tu as plus l'impression de ça. Mais ça reste intéressant parce que tu vois des machines, tu vois des choses que tu ne peux pas voir ailleurs. Il y avait également la vidéo de MO5 qui fait toujours des musées. Et au final, quand tu entends certaines personnes qui parlent de toutes c'est un musée mobile. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'avais raconté, c'est que le musée dans comment dire, en état, il doit être mobile pour être disponible dans toute la France pour avoir le plus de visiteurs possible. Et c'est exactement ce que fait MO5. Et je suis très content justement de voir ce genre de musée voguer à travers la France, c'est vachement intéressant. Alors Jack Bretro, tu dis le gun sur PS1 style Beretta est vraiment magnifique. Ouais. Et il y a le gun de Namco également. Alors le gun Beretta, je laisse et il est avec Gun Bullet là, le point blank. Il est pas mal. En plus, tu peux y jouer avec plein de jeux. Tu peux y jouer avec Die Hard Trilogy. Die Hard Trilogy, les gars, c'est un rail shooter. C'est pareil, il y a une phase où vous pouvez jouer avec le gun. Et c'est vraiment génial. Salut Matt Mon Rétro, comment tu vas? C'est très intéressant le Beretta avec ce Die Hard Trilogy. Vous allez redécouvrir le jeu. Parce que c'est vrai que la phase 58 minutes pour vivre est beaucoup plus intéressante avec le gun qu'avec la manette, hein. Voilà, hein. Alors, ouais, j'avais également posté il y a pas longtemps, voilà, pour, pour vous et pour vous donner aussi une idée de ce que je pensais de l'évolution de la communauté et de ma chaîne. J'ai fait un bilan que j'avais enregistré début octobre et que j'ai diffusé un mois plus tard parce que je voulais faire comment dire, un bilan de ce que je ressentais durant l'évolution de la chaîne depuis un an. Et bon, après, voilà, je pense que j'ai pas forcément besoin d'expliquer plus ce que j'ai évoqué, tout ça. Euh, et puis, il y a un point que j'ai émis également, c'est qu'il y aura certainement moins de live du soir. Je pense que c'est un petit détail que j'ai donné dans le live, mais déjà vous avez l'exemple cette semaine. Voilà, je crois que sur les 10 derniers jours, c'est doit être le deuxième live du soir que qu'on fait. Et c'est aussi par manque de temps, voilà. Mais c'est bien d'espacer les choses aussi parfois, voilà, pour pas trop être encombré par YouTube et voilà, essayer de faire des vidéos à droite à gauche tous les jours. Euh, alors, tu dis, Sébastien, oui, full set, beaucoup de matos, mais très très cher. Alors, bon, moi j'émets une idée autour de full set. Je sais qu'il y a plein de gens que je côtoie qui sont d'accord avec moi.
Et d'ailleurs, on en a parlé dans un live précédent, c'est que Fullset aujourd'hui, comme avec Trader, comme avec Games Mall, ce sont les maîtres de l'Argus sur le quartier. Ils font un peu ce qu'ils veulent et ils vous font croire aujourd'hui que bah, le prix de telle ou telle machine, c'est ça. Bah en fait non, c'est pas ça le prix de telle ou telle machine, c'est pas ça le prix de tel ou tel jeu, mais la visibilité en vitrine, en rayon du produit disponible fait que vous allez croire qu'en effet c'est le prix de la machine. Il y a des boutiques qui vont vous faire croire également qu'il y a beaucoup de clients qui viennent acheter tel ou tel produit dans une vidéo où il y a un youtubeur qui vient, etc. Au final, la boutique n'a pas vendu forcément ces produits-là. Voilà. Faut imaginer que l'envie qui vous donne d'acheter, ça passe aussi par la communication dans ce genre de vidéo. C'est très connu, mais bon, après, voilà. On va pas s'étendre sur eux, mais bon, le Sangoku Anthology, si vous connaissez la ref, les gars, vous savez de quoi je parle, voilà. Euh, Matemon Rétro, voilà, bon, tu confirmes, voilà. Tu dis Full Set ne vend pas beaucoup de produits quand tu regardes bien. C'est vrai ils ont le même genre de boîte en rayon depuis déjà 6 mois parfois, ça bouge pas. Et je pense pas sincèrement que ils intervertissent avec des produits qu'ils ont en stock ailleurs pour donner aux clients. C'est les produits des vitrines qui partent, hein, c'est pas. Enfin bon bref après, mais quand eux ont décidé de vendre un produit 800 ou 1500 euros, euh, il y aura personne pour les contredire vu que c'est les seuls à les avoir sur le quartier. C'est un peu ça l'idée. Tu peux toujours avoir un mec en Belgique qui a ce genre de produit, mais il sera pas disponible immédiatement en fait sur le quartier parisien si tu veux l'acheter moins cher. Il sera au prix, voilà, c'est un peu ça, hein, au prix qu'eux auront fixé. Voilà. Le coin Matos PC Engine n'a pas bougé depuis longtemps. Ouais, je suis d'accord avec toi, on y était passé au mois de mai, c'est le même. C'est le même. On, est en- on va dire on était plus en octobre-novembre quand voilà, SNK était passé. Salut Abdul Jabbar, comment tu vas? Bah écoutez, après voilà, alors je vais vous montrer également un peu d'historique en fait au niveau de deux trois vidéos dont je voulais vous parler. Et puis après, on va discuter rapidement de ce dont on voulait parler ce soir. Au niveau de, au niveau de l'inflation des produits d'il y a 8 ans, bah oui, parce que il y a 8 ans les gars, alors attendez, je vous cherche ces fameuses vidéos. Il y a 8 ans, je suis retombé, il y a quelques jours, je suis retombé sur une vieille vidéo de Green Hill Memories. Alors vous me direz, ah oui, ça date, en effet, on a peut-être vu ce genre de vidéo nous aussi de notre côté. Mais également, je pense que à l'époque, il y a 8 ans, la hype du rétro n'était pas aussi grande. Et les prix auraient pu rester les mêmes pendant très longtemps s'il n'y avait pas eu tous ces youtubeurs qui en parlaient tous les jours depuis 8 ans. Alors attendez, regardez, je vous mets également, hop, tout de suite, je vous mets un petit morceau de mon historique rapide. Alors je fais une petite dédicace également à Big Wallace et Matt Mon Rétro pour leur chaîne respective qui récemment bah, est en train de monter tout doucement, hein. Eux, ils achètent pas des abonnés hein, comme certains. Donc ils ont une progression totalement avec une courbe tout à fait régulière. C'est pas une courbe façon piquée vers le haut, totalement surnaturelle ou paranormale. Non, c'est des courbes de progression naturelle où on gagne 10 abonnés par jour ou 10 par semaine, etc. Ça va crescendo. C'est là que vous reconnaissez également le fait que des gens sont totalement réglo dans la façon de communiquer et de créer leur chaîne avec,
des choses totalement cohérentes, voilà. Et puis, moi, ça m'arrive également de regarder la chaîne de Bryce Corp. Il a une façon posée, un peu comme un vieux sage, de parler de sa gaming room magasin où il y a un peu de tout. Et bon, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que le musée est en place avec cette boutique-là fictive du côté de chez Bryce Corp. C'est intéressant de suivre ces vidéos, les gars, si jamais vous avez l'occasion dans le futur de flâner sur YouTube. Allez faire un tour du côté des vidéos de sa chaîne, c'est assez intéressant. Alors, je vous mets la suite. Alors ça c'était ok. Sinon ça va Matt, mon rétro, c'est vrai qu'on n'a pas pu discuter forcément. Ouais, je sais pas si t'as vu, regarde, cette semaine, il y a eu également une vidéo sur l'histoire du MSX chez Génération Micro. Et ça peut t'intéresser, je pense. Ça peut intéresser, même si t'es plus fan du X68000, mais c'est pas mal. Il y avait également le musée MO5 là, où SNK avait fait une vidéo où il parlait du X68000 dans un musée en Belgique. C'était pas mal du tout. Alors je sais plus si c'était une vidéo récente ou quoi, mais j'ai regardé et tout, c'était intéressant. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? Hop, je vous mets ça tout de suite, les gars. Ah, je sais pas si de votre côté, après, Matt Mon Rétro et Big Wallace, votre vidéo sur Sonic Wings, elle a bien marché. Je sais pas en fait si c'était intéressant pour les gens de la couper en deux sur vos chaînes, vu que finalement elle est très courte. Je sais pas en fait. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. C'est vrai que les vidéos qui sont courtes, vaut mieux peut-être les laisser sur une chaîne que sur les deux. Et alors récemment également, je suis retombé sur par exemple la vidéo de Wise Pixel sur l'émulation. C'est marrant de voir que bah, sa vidéo elle est toujours d'actualité. Vu toutes les consoles Shintok qui nous sortent à droite à gauche, là on est vraiment dans un comment dire un merchandising profond autour de ces consoles contrefaites chinoises. Je sais pas si de votre côté vous avez vu que par exemple il y a une console FPGA qui veut sortir un espèce de best-of Sega de toutes les consoles jusqu'à la Dreamcast. Encore une fois, voilà quoi, ça n'a pas de valeur forcément, je pense, aux yeux de vrais gamers qui préfèrent jouer avec les vraies consoles, hein, comme d'habitude. Même si ça reste pratique, mais payer cette contrefaçon 450 euros, voilà les gars, hein, sincèrement, voilà, pas génialissime. Euh, alors je vous cherche cette vidéo, hein, bougez pas, avec Green Hill. Au pire, je vais la retaper à la main, hein, parce qu'ils avaient pris des jeux dans leur collection. Et pour présenter, hein, comme ils faisaient d'habitude, hein, c'est-à-dire que, ah oui, alors il y a cette vidéo-là. C'est vrai que on remonte loin, hein, on remonte loin dans l'historique, mais pourquoi pas. Euh, Il y avait, il y avait ces trois vidéos, les gars. Alors, vous me disiez dans le chat, les gars, Abdul Jabbar, alors ça va, j'attends toujours ta vidéo sur les meilleurs jeux de basket de l'époque. Bah pourquoi pas, pourquoi pas. Après, je t'avoue, en ce moment, c'est plus une question de motivation. Parce que comme on le sait, voilà, YouTube, ça rapporte pratiquement rien, donc il faut que ça soit vraiment une question de motivation pour faire les vidéos. Alors, tu as Edor Bryce Corps, maintenant rétro, ouais. Euh, alors, tu dis maintenant rétro, ça a pas trop marché, mais le plaisir y était. C'était la même vidéo sur les deux chaînes. Ah, c'est la même vidéo! Putain, mais c'est bizarre parce que
Alors moi j'ai dû faire avance rapide sur une des deux chaînes et puis j'ai dû recliquer pour dans mes recherches et finalement il a dû me mettre la vidéo de l'autre chaîne et j'ai cru que c'était la suite. Donc en fait t'as mis la même, ok, y a pas de souci. Bah tu vois, je m'en suis même pas rendu compte. Euh, ouais, donc après il y avait également, regardez, Dryscorp, il avait fait une vidéo sur la Dreamcast où il expliquait qu'il y avait 50% de jeux de merde qui étaient sortis sur la console. J'ai juste envie de lui dire, t'as pas pris les bons jeux, c'est tout. Faut pas regarder ça comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des jeux de Mahjong et tout, ils te montrent toute une rangée en disant tout ça, c'est de la merde. C'est des jeux de Mahjong, c'est des jeux. Bah, sincèrement, je pense que sur toute la ludothèque Dreamcast japonaise, il y avait autre chose à faire que d'acheter des jeux pour les entasser et dire ça c'est de la merde. Et enfin, je comprends pas l'idée en fait de dire. De mettre en valeur mal la Dreamcast avec des jeux de storyline textuel japonais et puis il y a énormément de très bons jeux sur la Dreamcast japonaise, faut pas déconner. Et tu peux en avoir largement plus de 200 ou 300 de très bonne qualité. Pourquoi avoir acheté toute une rangée avec des jeux bidons, je sais pas. Ça, c'est les gens, je pense, à une époque qui voulaient remplir un peu plus en quantité leur étagère. Mais bon. Euh, Et puis, il y a deux vidéos, voilà. On arrive également à cette vidéo. C'est vrai que j'avais complètement oublié la vidéo de Funnyman. Parce que sur le. Ça c'est. Faut être clair et net. C'est un sujet qui a été repompé sur ce que j'ai fait. Et bien sûr, c'est un sujet qui appartient à tout le monde, hein. Libre à chacun d'en parler. Et moi, je suis très content justement que les gens en parlent. Parce que quand on dit, comme on dit, tant que c'est pas arrivé à quelqu'un d'avoir un jeu qui ne marche plus ou comment dire, une cartouche qui a des problèmes avec des composants ou quoi, on n'y croit pas. Il faut savoir aussi également un truc, c'est que les magasins vous vendent des produits fonctionnels. Tout ce qui est défectueux n'est pas visible en magasin. Et vous, ce que vous achetez, c'est fonctionnel. Tout ce qui n'est pas fonctionnel est jeté, mis de côté, remplacé, échangé, etc. Donc il y a plein de gens qui n'y croyaient pas à l'obsolescence de plein de trucs, mais c'est assez amusant de voir finalement qu'aujourd'hui, voilà, d'autres youtubeurs qui me considéraient pas avec forcément du sérieux, bah, ils commencent à se poser des questions, à se dire attends, oh là là, attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça qui marche plus, il y a ça qui marche plus. Vraiment, c'est pas grave, mais écoute, ça, c'est un truc qu'on avait traité depuis un petit moment. Alors, c'est vrai que, encore une fois, et tu peux également te poser la question, c'est quand tu vas mourir, en effet, toi, de ton côté, également, la collection, elle te servira plus à grand-chose, hein. Mais ça, c'est ça, c'est tout à fait logique, voilà. Euh, alors, ce dont je voulais parler ce soir, parce que je vais chercher la vidéo à la main, c'est une sélection de jeux. On va prendre une sélection de jeux, les gars, et c'est là que ça va être amusant. Parce que la sélection de jeux qu'avaient pris par exemple les gens de Green Hill à l'époque, avec des jeux comme Boogerman, il y avait Cool Spot, Mega Drive, il y avait également bah, des petits jeux à droite à gauche, voilà, qui payaient pas de mine. Mais au final, quand tu regardes les jeux dont il parlait et que tu les reprends aujourd'hui, bah, tu te rends compte que certains titres, bah, ils valent le double, d'autres valent le triple, et certains n'ont pas bougé. Alors, je vais essayer de vous expliquer en fait ma théorie sur tout ça, et vous allez me dire ce que vous en pensez un peu, voilà, à travers. Alors, il faut juste que je récupère voilà, ce que j'ai balancé tout à l'heure de côté. Voilà, Dreamcast, une sacrée console, tu dis Matt, ouais, en effet. Landers, tu as vu la vidéo, le gars aux cheveux blancs, c'est ça, voilà, il dit n'importe quoi sur la Dreamcast. Je pense que sur la Dreamcast, il s'est complètement raté. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas mettre en valeur toutes les consoles du monde entier. Après, lui, il se veut, comment dire, un peu représentant magasinier d'une gaming room. Donc, c'est vrai que s'il le fait pas forcément bien. Mais les vidéos sont belles. Il y a un bel emballage, tout ça.
Pardon. Les jeux de sport étaient de qualité sur Dreamcast, ouais, ils étaient excellents. Les Power Smash. Alors, Power Smash, pour ceux qui ne savent pas, c'est les Virtua Tennis, hein, voilà. Même à l'époque, des jeux neufs ne fonctionnaient pas. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, hein. Il y a le PC Kit 2, les gars. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une série de PC Kit 2 sorties à l'époque, qui ont été vendues sur Paris, sur PC Engine. Toutes les séries de PC Kit 2 étaient HS, défectueuses. Ça, c'est pas de la faute de l'obsolescence, c'est la faute de fabrication en usine. Ça, voilà, ça n'a aucun rapport. Il y a des jeux Neo Geo également qui étaient envoyés du côté de chez SNK dans les distributeurs. Les EPROM étaient défectueuses en série en usine également. C'est pas de la faute de l'obsolescence non plus, c'est simplement la fabrication. Voilà. Salut à toi Brasildom, comment on va? T'as acheté le dernier NBA 2K, très déçu, il manque des joueurs, il n'y a pas Charles Barkley. Alors Charles Barkley, il veut pas donner son nom en fait dans un jeu vidéo sans qu'on lui donne l'argent qu'il demande. Voilà. Charles Barkley, faut savoir que c'est un mec qui est extrêmement qui demande des sommes énormissimes, hein, pour que son nom apparaisse dans les jeux vidéo. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. C'est tout simplement ça. Mais pour vous dire, euh, je pense qu'au NBA 2K, on est arrivé à un point, il se passera plus rien, les gars. C'est fini, hein. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, mais c'est terminé, quoi. À un moment donné, l'évolution elle est faite. On pourra absolument plus avoir de choses différentes, voilà, prochainement. Alors, ah oui. Alors, cette vidéo-là, je l'ai trouvée, voilà, je l'ai trouvée la vidéo. Je vais vous la mettre tout de suite, voilà. C'est une vidéo au niveau comment dire, de Green Hill Memories qui date d'il y a 8 ans, où il présentait de la ludothèque Mega Drive. Et là, vous allez voir, vous allez comprendre votre douleur en voyant le prix des jeux à l'époque et le prix des jeux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des titres, faut être clair et net, hein, qui ont pris le double, et d'autres titres qui n'ont pas forcément bougé pour les gens qui voulaient faire de la spéculation. Et ça, en fait, c'est une leçon pour faire comprendre aux gens que le rétro gaming, c'est pas une science exacte au niveau des achats. Vous n'allez pas faire fortune avec ça, on l'a dit plusieurs fois. Mais également, vous allez vous rendre compte assez rapidement que même si vous êtes fan d'un jeu et qu'il est excellentissime, c'est pas parce qu'il est rare qu'il va prendre de la valeur. Parce que il suffit qu'il y en ait un qui traîne à droite à gauche dans une boutique et qui soit très cher et pas accessible. Il y a des gens qui vont pas s'amuser à l'acheter. Et alors, je vais vous mettre voilà, en fond d'écran, elle est là. Je l'ai mis en fond d'écran, hein, ça y est. Voilà. Je la trouve vachement intéressante cette vidéo. Je la trouve vachement intéressante. Allez faire un tour, les gars, si vous avez l'occasion sur cette vidéo-là. Parce qu'on parle de plusieurs titres. Il y a les titres tout bêtes, tout simples. Et puis également des jeux comme Ristar qui sont sortis sur Game Gear, des jeux comme le jeu de Rock'n'Roll, je sais plus comment il s'appelle là, merde, Rock'n'Roll sur la Mega Drive avec les courses de voiture avec je sais plus. Moi, tout à l'heure on essaiera de retrouver le nom même dans le chat les gars si vous vous souvenez du titre. Mais regardez. Par exemple, Ristar à l'époque, ils annoncent le prix, je crois, on va mettre les sous-titres, voilà, on met les sous-titres, histoire de. Voilà, voilà. C'est un jeu qui tourne aux alentours d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'euros. Par exemple, Ristar, on était il y a 8 ans. Aujourd'hui, Ristar, c'est pas un jeu qui a monté énormément. C'est-à-dire que si en effet aujourd'hui Ristar, tu le cherches sur Mega Drive, on va regarder le prix tout de suite les gars. Je vais vous mettre le prix. Voilà, ça a pas forcément énormément bougé.
Alors, il y a toujours, attention, les reproductions. Je peux pas je peux pas vous mettre eBay en direct, mais si on parle d'un produit complet, notice, cartouche, en effet, pardon, excusez-moi. En effet, ça peut monter très très haut. Maintenant, tu peux trouver le produit autour de 90 Rock'n'Roll Racing. Ouais, je sais pas pourquoi, je voulais mettre Express, tu vois, je sais pas quoi, et je me disais non, c'est pas ça. Et on tourne autour de 90 euros, les gars, pour Ristar, un des moins chers, avec la cartouche et la boîte. Ristar sur Mega Drive. Et là, en fait, à l'époque, il y a 8 ans, le jeu était entre 40 et 50 euros. C'est-à-dire que aujourd'hui, le jeu, il a pris quelque chose comme plus de 100% d'inflation sur 8 ans. Il est un peu plus que le double. Je sais pas si vous imaginez en fait, et là je parle du produit le moins cher qui n'est même pas complet, hein. Ristar, les gars, à l'époque c'est à peu près le prix que moi je l'avais acheté, parce que moi en effet, voilà, je me suis pas caché de ça. C'est autour de 2017-2015 que j'ai repris les achats sur Mega Drive, et Ristar j'ai dû l'acheter en 2017, un truc comme ça. Et je l'avais payé 40, quelque chose comme ça. Je sais même pas si j'ai la notice, à vrai dire, je m'en fous total en fait. C'est absolument pas mon intérêt. Mais si d'un point de vue inflation, les gars, on parle du prix d'un jeu il y a 8 ans qui a été mis en valeur par les réseaux sociaux, par les conventions, par les ventes eBay également, les référencements dans les boutiques. 90 euros au Ristar aujourd'hui. Je sais pas si vous imaginez, hein. C'est assez énormissime. Et ils en parlaient avec toute simplicité, hein. Voilà, c'est un petit jeu, ça vaut 40-50 balles, c'est sur Game Gear, etc. Là, c'est tout décontracté. Je suis pas certain qu'aujourd'hui, en effet, si tu parles du même jeu, Ristar, on le présente de la même manière, comme un jeu voilà, qui est simple, qui vaut pas grand chose, etc. Ristar aujourd'hui, il est à la même valeur que d'autres titres que l'on a sur Mega Drive japonais qui sont assez renommés. Et on parle d'une version PAL toujours, voilà. Alors salut, ouais, voilà, salut à toi Marcel Christ, je t'ai pas dit bonjour, et Sceptic Flèche, voilà, qui avait trouvé le nom de... Bah Ristar, moi non plus, j'ai jamais accroché, mais Ristar, je me souviens l'avoir acheté, pourquoi? C'est tout bête. Pourquoi je l'avais acheté Ristar à l'époque? C'est parce que j'avais lu dans un bouquin fait par, je crois que c'était Pixel Art ou Pixel Love, sur l'histoire de Sonic. Et au début, Sega voulait utiliser une nouvelle mascotte avec Ristar pour la console Mega Drive. Et Ristar était le projet initial avant Sonic pour faire le jeu bankable pour la console. Et finalement, Ristar c'est devenu Sonic avec les ébauches, avec le temps. Et plus tard, Ristar est sorti tout seul, en fait, voilà. Il a quand même des jeux qui ne bougent pas, j'ai l'impression. Alors, oui, il y en a certains. Et je vais vous donner ma théorie, les gars, et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Mais après, ça, en effet, en économie, c'est un phénomène qui est assez connu, ce dont je vais vous parler. Euh, Là, par exemple, vous avez Mister Nuts. Mister Nuts, c'est pareil. Ça, c'est le même genre de jeu de plateforme pendant des années, des mois. On en avait un peu rien à faire. D'un coup, dans les conventions, il y a l'ancien gars qui avait créé le personnage et le jeu, Philippe Dessoli, voilà, qui vous fait aujourd'hui des OST avec des vinyles et puis des dédicaces à droite à gauche pour les fans, même sur les jaquettes des jeux, etc. Mister Nuts aujourd'hui c'est devenu renommé. Alors je sais pas, je sais plus combien il avait dit au niveau du prix, mais ça c'est pareil, je pense que c'est un peu autour du même prix. Dans mes souvenirs au niveau de la vidéo, on va regarder ce qu'il avait annoncé. Mais le Mister Nuts les gars aujourd'hui,
Bon, il a pas excessivement monté. On va pas être sur des inflations à 100% hein, sur 8 ans comme on a eu avec certains autres titres. Alors, il a pas dû donner le prix du truc, à moins de le donner au début, je sais pas. Ouais, bon après, hop, ouais, il a pas forcément, non, j'ai pas forcément chopé le prix là, par contre, voilà. Ça aurait été bien qu'il mette un récapitulatif. Il y avait Ginoog aussi. Alors, Ginoog, les gars, moi j'ai jamais trouvé ce shoot'em up exceptionnel, hein. Franchement, bon, c'est un shoot, voilà, il est vite fait, il est rapide. Pour moi, c'est pas un truc excellentissime. Ginoog à l'époque, je crois que quand ils en parlent, c'est autour de 30 balles encore hein, en 2017, hein. C'est un jeu à 30 balles, tu peux le trouver même à un peu moins de 30 balles sans la notice et tout. Alors Mister Nuts, les gars, attendez, je vous donne le prix sur la Mega Drive aujourd'hui. Voilà, pour être carré sur la valeur. Mister Nuts à l'époque, je pense que autour de 30 balles, tu pouvais l'avoir. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 40 avec une boîte sans notice et un peu plus de 65, on va dire, avec la notice. C'est-à-dire que là, on est plus sur de l'inflation à 30%. C'est pas un truc de ouf pour la version complète. C'est de l'inflation entre 20 et 30% suivant l'état et la notice, voilà. C'est pas exceptionnel. Et même, il y a pratiquement zéro inflation, voire 5% ou 10%. Si tu continues de prendre, on va dire, un état un peu clochard ou on va dire un état très très moyen, on va dire, voilà. Déjà aux enchères, Mister Nuts, quand les enchères commencent, les gens le mettent à 30 balles. C'est pas demandé par les gens, voilà. En 2024, on est en 2024, les gars. En achat immédiat, Mister Nuts, voilà, c'est un peu plus de 60. Mais ça reste gentil, c'est-à-dire que ça a pris 20 euros sur 8 ans. Voilà, bon, c'est pas méchant, hein. Ça a pris 20 euros, voire 25 euros sur 8 ans. C'est pas exceptionnel, mais c'est assez amusant de voir que ce jeu n'a jamais été dans la hype de la clientèle Mega Drive au niveau des achats, voilà. Après, tout ça, voilà, c'est mon analyse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une analyse différente au niveau du jeu, hein, attention, hein. Alors, tu dis Brasil Dome, déjà, Sega, en tant qu'éditeur, c'est limite. J'ai peur pour les prochains remixes de leur licence. Ils veulent faire un remix de Ristar? J'ai pas tout. Il y a quand même des jeux qui ne bougent pas, ouais, ça en avait dit. Dernièrement, j'ai trouvé Street of Rage complet, bon état, Pass and Fade, 30 euros. Oui, 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 tout à fait. Street of Rage. Alors, Street of Rage, en effet, là, ils en parlent pas, je crois. Mais Street of Rage, par exemple, moi, je me suis racheté une version en meilleur état que celle que j'avais pour environ 35 euros frais de port inclus l'année dernière, parce que moi, j'avais une version, en fait, sans la notice, et puis et le jeu qui avait un petit glitch au niveau d'un personnage. Ça fait partie de ces glitches d'usine où justement on parlait des jeux Neo Geo, vous savez, qui ont ces problèmes au niveau des EPROM en fabrication. Moi j'avais un glitch au niveau d'un des personnages où il y avait par exemple la trace du pied qui continuait et qui le suivait quand il marchait. Et je l'avais spécifié dans la vente. Moi j'ai revendu mon jeu autour de 15 balles à un mec qui le voulait, il s'en foutait. Il s'en foutait qu'il y ait ce glitch là. Et ça se trouve, ce glitch, peut-être il prendra de la valeur un jour si on apprend que ça a été une des premières séries produites en usine, on n'en sait rien. Peut-être j'ai fait une connerie de le revendre. Moi je pense pas, sincèrement. Mais j'ai racheté une version propre, boîte notice, pour 35 balles frais de port inclus l'année dernière. Donc Street of Rage, pareil, mais ça, Street of Rage, les gars, c'est un jeu, été fabriqué en combien d'exemplaires? C'est énormissime. Mais par contre, si on se met dans la page de 2017 ou 2016, Street of Rage, je pense que pour moins de 20 balles, tu peux l'avoir. C'est-à-dire que entre 2017 et 2024, niveau inflation, c'est minime. Encore une fois, on parle de 5 à 10% d'inflation. C'est minuscule, quoi.
Alors, Ginook, tu le trouves surcoté. Ouais, en effet, ouais, je suis d'accord, j'aimerais trop. Moi, c'est pareil. Ce jeu-là, j'y arrive pas. Pour moi, c'est un jeu Amiga. Les sprites sont minuscules, ça me dérange. Moi, j'aime bien avoir justement beaucoup d'impact visuel. Et la taille des sprites, déjà sur la PC Engine, pour moi, c'est limite. Au niveau des shoots, c'est la norme. Si c'est plus petit que ça, pour moi, en fait, il y aura un souci. Déjà, Atomic Runner, par exemple, qui est un shoot pédestre où tu avances et le scrolling t'oblige à avancer. Pour moi, Atomic Runner, c'est une des limites. Voilà. Alors, Ginook, tu l'as acheté 20 euros en 2017 sur eBay. Donc, c'était pas très cher. Voilà, Ginook, moi, c'est pareil, hein. Ginook, je l'ai acheté sans notice avec la boîte. J'ai dû le payer peut-être 22 euros, je sais pas quoi, à cette époque-là, en effet, aussi. Euh, Empire of Steel également, ouais. Il y a également des sprites minuscules sur ce titre-là. Ouais, pardon. Alors, Mister Nuts, tu l'as trouvé à 30 balles il y a 2 ans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait jamais, hein, il y a toujours des petites affaires, hein. Ouais. Ouais, c'est pas la même ambiance visuelle entre Ginoog, oui, c'est l'Heroic Fantasy avec Ginoog, et Empire of Steel, c'est un futur très métal, à ambiance 1800, comment on appelle ça là, vous savez, le néo, je sais plus quoi là. Il y a des mangas avec ce genre de délire. Euh, alors pour 30 euros, tu prends le Mega Games 2 avec 3 super jeux. Ouais, bah oui, tu prends, voilà. Oui, des fois on peut voir des réparations sur tes PCB, des jeux Neo Geo AES, ouais. Euh, Ambiance steampunk, voilà, c'est exactement le terme, parfait, exactement. Ouais, merci à toi Benjamin aussi, ouais, c'est ça, voilà. Et toutes ces ambiances complètement différentes hein, de shoot 'em up, ça leur donne une valeur unique également, c'est ça qui est bien. Alors, il parlait de Ginoog, où voilà, il y a un petit jeu sympa et tout. Et franchement, quand tu revois en fait la valeur des prix d'époque, comme ici on a Sunset Riders, qui est un jeu qui, je crois, dans mes souvenirs, coûtait autour de 35 euros, complet en boîte, le Sunset Riders. Alors aujourd'hui, Sunset Riders sur Mega Drive, vous allez voir ça. Sunset Riders, je vous cherche le prix en direct hein, pour vous dire. Il y a des gens, attention, il y a des gens qui le vendent autour de 90 euros. Il y a des gens qui le vendent autour de 100 euros. D'autres qui le vendent beaucoup plus cher. Sincèrement, Sunset Riders, je pense que c'est encore possible. Peut-être, hein, attention, voilà, je me trompe, hein, mais il faut faire la différence entre les réseaux sociaux, les conventions, etc. Je pense que c'est encore possible de le choper légèrement en dessous de 80 euros avec la notice et la boîte. Entre particuliers. Mais c'est difficile. Parce que si vous regardez la cote sur eBay aujourd'hui, 80 euros c'est plus le jeu en loose de Sunset Riders. Alors que vous étiez par exemple en 2019, on avait encore la possibilité autour de 40-60 euros pendant la période du Covid, hein, 2019-2021, on avait la possibilité d'avoir ce jeu encore entre 40 et 60. C'est-à-dire que cette inflation au niveau de ce produit-là, qui se fait de plus en plus rare et qui est de plus en plus demandé sur la Mega Drive, s'est faite surtout justement après ce pic de demande après le Covid, comme on le sait, parce qu'il était largement accessible à des prix faciles. Et là, en effet, quand tu vas en convention, en vitrine, c'est un jeu à 90 balles. Et ça, minimum, hein. Attention, parce qu'il y a des gens qui vont vous le vendre plus de 150, suivant l'état qu'ils ont jugé, état parfait ou je ne sais quoi. Alors, faut pas tomber dans le piège de se dire, tiens, bah, il n'y a pas d'autre moyen que de le prendre à 180 ou 150. Sunset Rider, les gars, je peux vous dire, vous cherchez bien,
entre particuliers, conventions, etc. Sur les forums, vous allez pouvoir le trouver. Ne mettez pas 180 balles dans ça, ça serait une grosse erreur. Ça voudrait dire que par rapport à la vidéo de Green Hill où à l'époque on t'annonce le prix autour de 40 euros, en 2024, le jeu aurait pris plus de 200% d'inflation. C'est énorme. Mais au niveau là d'un marché vitrine et d'un marché peut-être vente privée au niveau d'internet. On va pas forcément parler de particulier ni de Vinted. C'est-à-dire que là on parlera plus voilà d'eBay ou de République ou des conventions où en effet les prix vont être, les tarots vont être beaucoup plus élevés suivant l'état du produit où en effet on va essayer de vous mettre un produit en valeur avec un état parfait. Alors qu'au final, peut-être vous allez trouver une accroche ou deux sur un jeu sur Vinted ou entre particuliers, ça va vous satisfaire et vous allez payer moins de 100 euros. Mais bon, ça, voilà, encore une fois. Alors, Matt, mon rétro, tu dis, oui, Bare Knuckle, j'en ai fait les frais il n'y a pas longtemps. En version Jap, Street of Rage, en effet, alors ça c'est intéressant parce que les Bare Knuckle, qui sont les équivalents japonais de Street of Rage, alors il faut savoir déjà que pour les gens qui veulent jouer à Street of Rage en japonais, avec leur version PAL, ils peuvent le faire. Vous allez me dire comment tu fais. Eh ben tu mets ta cartouche européenne dans ta console japonaise. Comment tu fais? Démerde-toi. Mais le jeu sortira en japonais dans ta console. Et tu auras la version japonaise. Mais ce que je veux dire par là, c'est que également, pourquoi les bare knuckle ont été de plus en plus plébiscités. Ça, c'est le côté étagère-man, c'est le côté collection. C'est le côté on joue pas forcément avec, mais la jaquette est belle. Et donc les prix sont montés sur les versions japonaises. Après, la censure, bon, la censure, sincèrement, mis à part le 3, ça n'a pas forcément d'intérêt sur le 1 ni sur le 2. Voilà. Donc, salut à toi, Frank Kaufman. Sunset Rider était mieux en arcade. Ah ouais, il était largement mieux en arcade, voire Tony Truant en arcade. Il était exceptionnel. Exceptionnel. Rien que le. Je me souviens, il y avait un stick arcade spécial sur la borne de Konami pour pouvoir justement tirer plus facilement dans les directions avec le gun. Ce qui n'est pas le cas quand tu joues avec la manette, hein, voilà. D'ailleurs, Konami a toujours fait ça pour ses bornes avec également, vous savez, les Tortues Ninja, Turtle in Time. Euh, voilà, ben, ces petites flèches, voilà, tu dis ce que je disais. Euh, En plus, il est sur plein de compilations, c'est vrai. C'est. Alors, est-ce que vous, de votre côté, si vous faisiez aujourd'hui une vidéo sur un jeu qui vaut 100 balles, comme Sunset Rider, comme par exemple un Ristar qui est proche du 100 balles, ou d'autres jeux, vous les présenteriez de la même manière qu'à l'époque également, de façon décontractée en disant voilà, c'est un petit jeu, c'est ceci, cela. Aujourd'hui, est-ce que le côté onéreux du produit va faire que vous allez le présenter différemment? Je pense que oui. Il y aura une revalorisation du produit, voilà. Regardez, et encore une fois, ils viennent de le dire, c'est un jeu autour de 30-40 balles, voilà. C'était il y a 8 ans. C'est amusant de voir à quel point le jeu a pris de la valeur. Alors ici, il y a un autre titre, les gars, c'est Kid Caméléon. Kid Caméléon, ça c'est pas un titre hein, qui a pris énormément de valeur depuis en 8 ans. Après, c'est pas forcément une grande surprise. Mais il va faire partie de ces jeux dont je vais vous parler. Excusez-moi. C'est un jeu à l'époque qui coûtait 15 balles. Ça, c'est un jeu à 15 balles. Il y a 8 ans. Voilà, faut être clair et net. Aujourd'hui, c'est un jeu. Combien il vaut à votre avis? Il vaut entre 35 et 40 balles. Il vaut le double. 100% d'inflation, bam, direct. Euh, mais sur 8 ans. C'est-à-dire, il y a eu une progression, voilà. Ma théorie sur ça, en fait, et c'est d'un point de vue économique, c'est infaillible. C'est-à-dire que vous avez, euh, il y a 8 ans,
avant qu'il y ait cette grosse hype de youtubeurs, de rétro gamers qui en parlent sur YouTube ou les réseaux sociaux de leur collection, etc., il y a, il y a dans les magasins énormément de stock. Au niveau des Donkey Kong, des Sonic, qu'est-ce qu'on a? Des Street of Rage, des Afterburner, des Flashbacks. Il y a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, Truckstone, euh, Street Fighter 2 sur Mega Drive. Tous ces jeux, ils sont entre 15 et 20 balles ou 25 balles. Regardez le prix de ces jeux aujourd'hui. Ils ont doublé. Doublé facilement pour la plupart. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'est-à-dire que on a eu une hype, les gens se sont déplacés en masse acheter des jeux, ils ont pris plein de petits jeux qui valaient pas cher, comme ce qui s'est passé sur Master System il y a environ 2 ans. Les gens se disent, tiens, la Master System c'est intéressant, il y a des jeux à 10 balles complets, des jeux à 5 balles complets, on prend, on prend, on prend. Qu'est-ce qui se passe 3-4 ans plus tard? Parce qu'il n'y a plus ces jeux disponibles sur le marché, les mêmes titres, quand ils sont remis sur le marché, parce qu'il n'y en a plus de disponibles autant en boutique, le mec qui veut revendre son jeu, qu'est-ce qu'il dit? Bah tiens, mais il n'y en a pas en vente de ce jeu-là. Moi je vais le mettre à 40 balles, je vais le mettre à 30 balles. S'il y a un acheteur, boum, le prix fixe va être, pour ce titre-là, en actualité, à 30-40 balles. C'est-à-dire que la rareté va faire que, en effet, une des premières personnes qui va remettre le produit sur le marché et qui va commencer à se revendre, va définir un Argus. C'est la théorie du Sangoku Anthology qui a été complètement foirée par les boutiques de Paris, qui a voulu mettre le prix du jeu beaucoup trop élevé en fait. En créant une demande qui n'existe pas, parce que si en effet tu remets un produit sur le marché et que personne n'en veut à la base, comment tu veux espérer vendre un prix aussi cher à quelqu'un? Par définition déjà, ça va être compliqué. Il n'y a que toi qui peux te le racheter à la limite, hein, mais enfin pour plaisanter, mais donc voilà, tous ces jeux aujourd'hui qui sont réapparus sur le marché, hein, comme à une époque on a eu le phénomène Crash Bandicoot, le phénomène Donkey Kong sur la Super NES, où il n'y avait plus de Donkey Kong, tiens tout le monde a acheté Donkey Kong Super NES en boîte, il n'y en a plus. Et ben le premier mec qui l'a remis sur le marché, en version pâle, il l'a mis à 60 balles. Et tout le monde derrière, qui a voulu revendre un de ces exemplaires de Donkey Kong à un jour, il s'est dit tiens, bah il y en a un qui s'est vendu à 60 balles, l'Argus c'est ça aujourd'hui. Et on a eu une progression constante, cohérente en fait du produit vis-à-vis de la demande en fait établie par rapport à un cercle d'acheteurs, de collectionneurs qui veut renouveler en fait ses achats et puis qui cherche un produit qui n'était plus disponible. Et même si, alors imaginez bien que ces produits-là qui à l'époque coûtaient 15 balles, ne reviendront plus jamais à 15 balles. C'est fini. C'est-à-dire que le prix actuel, au minimum auquel ils peuvent se vendre aujourd'hui, ça sera le dernier prix qui avait été établi. Au niveau des dernières remises en vente hein, de tous ces produits qui avaient été repris par ces acheteurs il y a 8 ans. Euh, Aujourd'hui, vous allez sur Paris, vous cherchez un Master of Darkness, il n'y en a pas. Vous allez en trouver un, et si vous le trouvez, il va être vendu à tel prix, et vous allez trouver ça trop cher. Mais si en effet vous voulez vous acquérir ce produit-là, vous n'aurez aucun autre choix. Et ça en effet, ça va vous faire prendre conscience que même un produit simple qui coûte aujourd'hui 5 euros ou 10 balles, dans 8 ans, il va atteindre minimum le double de son prix. Vous faites un récapitulatif de tout ce qui a été mis en valeur à l'époque qui valait 5 balles, 10 balles, 15 balles. Vous regardez comment le produit a évolué aujourd'hui. Il est en général au double. En général, 8 ans, c'est pas assez en fait pour espérer qu'un jeu que vous ayez acheté 10 euros vale 200 ou 300 euros aujourd'hui. Il faut savoir que les jeux Mega Drive, il y en a qui ont 30 ans, 35 ans. C'est même pas forcément ceux-là qui valent le plus cher. C'est simple, c'est une question en fait de hype, c'est une question de feeling avec telle ou telle communauté d'acheteurs, etc. Des gens qui se hype entre eux, etc. Ça tient à rien.
Mais espérer revendre un produit moins cher pour qu'il y ait justement plus d'acheteurs, à un moment donné, je pense que les collectionneurs ne sont pas prêts à revenir en arrière et revendre ce produit 10 balles ou 15 balles. Et ce pic, justement, le pic, euh, justement, de cette courbe d'inflation sur les 8 ans qui a atteint les 100%, elle n'évoluera plus en fait. Elle n'évoluera plus aussi vite, aussi rapidement dans les prochaines années. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez des exemples sur la Neo Geo avec des jeux comme Samurai Spirit qui pendant des années et des années ont valu la même chose. Et c'est vrai que depuis 4-5 ans, il y a des gens qui commencent à remettre sur le marché certains Samurai Spirit en France, hein, et certains NAM 75. Le NAM 75 qui valait, on va dire, pas forcément une somme énormissime il y a quelques temps. Aujourd'hui, NAM 75, il rentre dans le cercle des plus de 400 euros. Facile. Dans un état complet. Alors, je vous parle même pas de la notice Guillemot et tout le bordel. Mais NAM 75, à l'époque, tu pouvais l'avoir pour une bouchée de pain encore, peut-être, il y a peut-être 7-8 ans. Et en effet, cette hype de la Neo Geo a fait qu'aujourd'hui, des gens se sont de plus en plus intéressés et ne revendent pas leurs produits, ne les remettent pas sur le marché. Tous les collectionneurs ont acheté ce NAM 75 et s'il y en a un qui le remet en vente, bah, il estime qu'en effet, le prix s'étend parce qu'il n'y en a pas d'autres sur le marché. Alors qu'à une époque, il y a 8 ans, il y en avait beaucoup sur le marché. Donc les boutiques essayaient de les écouler. L'erreur pour ces boutiques, c'est de n'avoir pas été assez patiente en fait aussi également. Moi j'ai un exemple récent qui est arrivé à un collègue à moi qui tient une boutique, qui a revendu un produit qu'il a largement sous-estimé après s'en être rendu compte. Et il s'est dit, tiens mince, je l'aurais vendu 6 mois plus tard, j'aurais gagné pratiquement 600 euros de plus. Et bon, ça, comment tu veux te rendre compte qu'il y a une hype? Faut être à même de regarder tous les forums tous les jours et de regarder également tout ce qui se passe sur YouTube pour savoir ce qui est demandé par le client. C'est pour ça que par moment, je me dis, euh, quand j'entends des gérants de boutiques parler en fait de ce qui est demandé par le client et que ce euh, que eux pardon, sont à l'écoute de leurs clients, je pense qu'ils sont pas conscients également des spéculations internes qui se passent sur les forums. Parce que eux, ils écoutent simplement le client qui vient au magasin. Ils n'écoutent pas le client qui est dans la rue, qui parle avec ses potes et qui justement veut faire une affaire sans dévoiler ce qu'il veut. Parce que s'il dévoile l'envie qu'il a d'acheter un jeu avant de rentrer dans la boutique, le vendeur va mettre le jeu plus cher. Et c'est exactement ce qui se passe du côté de chez Fullset et ailleurs. C'est que chez Fullset, voilà, tu prends pas un jeu, le mec il a compris que tu voulais ce jeu-là et que d'autres le voulaient, et que tu trouvais ça légèrement trop cher, que tu demandais 10 balles de réduction ou 20 balles, il va te dire, si tu me prends pas ce jeu-là, tu passes la porte, le lendemain tu reviens, il est à 200 euros plus cher. Et c'est exactement en fait le jeu auquel jouent en fait les boutiques qui ont du contenu et de la rareté en vitrine. Ils sont à l'écoute du client, mais pas forcément dans le sens d'un argus équitable et cohérent pour l'acheteur. Mais bon, après. Alors je vais lire rapidement, les gars, ce que vous disiez. Après, un magasin, c'est normal, les charges ont augmenté. Les charges sont les amis des magasins. Quand les gens qui veulent vendre au prix des magasins, c'est pas logique. Que les gens. Ah, d'accord. Quelque part, un jeu vaut ce que l'on est prêt à mettre. C'est ça. Ah, après, le vendeur peut te dire non, hein. Il peut te dire non, hein, et puis après, tu gardes ton argent. Petit à petit, les acheteurs, vendeurs rajoutent les frais de port pour ne pas perdre à la revente. Ouais. Apparemment, bientôt, ça sera interdit de vendre des jeux démat et aussi des jeux d'occasion en physique. Ah, tu sais, hein, je me souviens d'une époque dans les années 90 où on voulait faire passer des lois pour interdire la vente d'occasion parce que Nintendo
euh, Nintendo estimait que les jeux d'occasion leur appartenaient. Ils ont voulu faire passer une loi pour interdire la vente des jeux d'occasion dans les boutiques d'occasion. La loi n'est jamais passée au final, heureusement, mais ça aurait été d'une absurdité. C'est-à-dire que pour eux, Nintendo, ils estimaient sur Super NES ou NES que le jeu leur appartenait et n'appartenait pas à la boutique d'occasion pour revendre le produit. C'était assez hallucinant, quoi, cette histoire-là. Faudrait que je retrouve un reportage télévisé des années 90 qui parlait de ça. En plus de cette histoire, vous savez, de location, la location, vous savez, euh, qui était interdite chez Blockbuster aux États-Unis. Ça, tout le monde le sait, quoi. Mais c'est bien pire, cette loi sur l'occasion, là. Alors, attendez. Il y avait un autre jeu également. Alors là, c'est quel autre jeu dont il parlait? Mince, j'arrive pas à voir la jaquette, là. Ah, c'est Micro Machine. Micro Machine Military. Alors, Micro Machine Military, c'est pareil, c'est des petits jeux, les gars, qui valaient 10-15 balles, ça, pareil, à l'époque. Ça valait rien, tu pouvais acheter les 4 ou 5 Micro Machine Mega Drive pour une bouchée de pain. Aujourd'hui, le moindre Micro Machine, c'est 30 balles, 35 balles, 40 balles, facile. C'est-à-dire que ça va te coûter 3 fois le prix que ça t'aurait coûté de les acheter en 2017 ou 2016. Un Micro Machine, quoi. En plus, Micro Machine, les gars, il faut s'accrocher pour y jouer sur Mega Drive, hein. Sincèrement, ça va extrêmement vite, c'est pas génialissime. Mais voilà, le Rock'n'Roll Racing également. Ça, c'est un jeu pour 25 balles. Tu pouvais le choper facile, tranquille. Peut-être pas de notice ou avec, peu importe, voilà. Mais tu pouvais le choper facile. Regardez, aujourd'hui, je vous mets un petit tour. On fait un petit tour si vous voulez sur le Rock'n'Roll Racing, les gars. On en parle rapidement. Putain, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal au porte-monnaie, les gars. Il y a des gens qui le vendent quand même 70 balles, ce Rock'n'Roll Racing. 70 balles. Ah, mais c'est un truc de fou. Il y a des gens qui le vendent 90 balles. Il y a des gens qui le vendent près de 100 balles en état extrêmement propre. Alors, on peut le trouver également actuellement. Alors, ça, je sais pas si c'est une repro. Faut que je regarde. Attendez, je regarde avant de vous dire. C'est que la boîte. 25 balles, apparemment. Il n'y a que la boîte pour 25 euros. Boîte et jaquette d'origine pour 25 balles. Moi, je suis assez choqué, hein, de voir ce genre de prix. Aujourd'hui, en loose, c'est 40 euros en loose, hein, le Rock'n'Roll Racing, hein. C'est un truc de malade, quoi. Euh, que dire sur ce Rock'n'Roll Racing? Mis à part que, en effet, déjà, moi à l'époque, quand je l'avais acheté, peut-être pour 25 balles, bah, je me suis dit, ouais, ça, c'est un jeu sympa, mais bon, voilà, je vais pas y jouer tous les jours. Et puis, musicalement, la Mega Drive, même avec du rock, bah, ça crache un peu de la merde, hein, faut pas se mentir, hein. Au niveau sonore, c'est pas génialissime. Euh, mais bon, pour 25 balles, tu te dis à l'époque, voilà, regardez, jusqu'à 30, euh, autour de 30 balles, il était estimé les gars, voilà. Euh, on est en 2024, il a pris plus du double de son prix. Là vous voyez la vraie inflation, l'évolution sur 7 ans des prix du rétro sur des titres, comment dire, classiques, pas forcément hype, hein, voilà. Mais vous voyez l'évolution de certains produits qui sont demandés aujourd'hui, et puis surtout, vous vous rendez bien compte qu'au bout de 7 ans, il y a des jeux, je pense que vous n'auriez peut-être pas acheté en sachant le prix qu'il valait il y a 7 ans en arrière. Parce que moi aujourd'hui, on considère que, allez, 90 balles pour Ristar, c'est normal, c'est bien. Bah, moi, je suis désolé, mais 90 balles, je les mets pas pour Ristar. J'ai eu du mal à mettre déjà 35 balles ou 40 balles à l'époque pour Ristar. Sincèrement, je vais pas mettre 80. J'aurais jamais mis 90 balles pour Ristar aujourd'hui.
Le Rock'n'Roll Racing, les gars, 75 euros ou 60 euros ou 70 euros, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup, beaucoup trop cher. Alors, Jack Retro, tu dis, le stock caché est-il une charge pour les boutiques? Je pense qu'elle régule le marché pour maintenir les prix assez hauts. Alors, moi, je te dis en connaissance de cause, et d'ailleurs, vous avez vu, alors je vous ai pas mis le lien avec la... on va faire ça tout à l'heure si vous voulez, je vous mettrai... on finit rapidement ça, mais je vous remontrerai des petits passages justement où on voit, et c'est ce que je vous avais dit, je vous avais pas menti autour de ça. À Paris, il n'y a pas de stock, entre guillemets, propre au magasin, c'est-à-dire que ce qu'ils ont en vitrine et ce qu'ils ont dans les tiroirs ou dans les chiottes, c'est dédié à la vente. C'est dédié à la vente. Le moindre mètre carré est tellement cher à Paris qu'il n'y a pas de stock propre dans les termes. Tout ce qui est entrepôt, je comprends après bien sûr, Jack Retro, ce que tu dis, c'est-à-dire que au niveau entreposage, ça se trouve à l'extérieur de leur boutique, mais ils peuvent jouer avec le fait qu'en effet ils en ont un ou deux derrière, en plus. Ils peuvent jouer avec ça, mais ils vous laissent penser qu'il y en a d'autres aussi également. Ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en général, ils vous mettent la pièce ou le jeu qu'ils ont tout de suite en vitrine pour le vendre. Aujourd'hui, les boutiques, elles ne peuvent absolument plus s'amuser à dire ah, il y en a qu'un qui reste en stock, si tu le veux, c'est ce prix-là, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, les boutiques sont tellement en difficulté qu'elles mettent tout ce qu'elles ont, les boutiques aujourd'hui, elles le foutent dans la vitrine, hein. Il y a très peu de... Je veux dire, aujourd'hui, il y a très peu de boutiques qui peuvent se permettre de dire j'ai 5 contrats Pro Protector derrière, dans un entrepôt, et ils sont bien cachés, je les remettrai un jour. Non, en fait, non. Euh, tout ce que vous voyez... Et d'ailleurs, Matt Mon Rétro, il en est témoin avec d'autres personnes, c'est que ça fait plusieurs mois que des boutiques à Paris ont parfois les mêmes jeux dans les vitrines qui ne bougent pas. Ça prouve bien qu'il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que vous, en tant que client, quand vous achetez un jeu, en général, vous allez demander le produit qui est dans la vitrine. Ils vont pas aller derrière vous chercher autre chose, voilà. Pour vous demander si ça vous plaît ou pas. Ah tiens, j'en ai un autre, c'est le même, tu le veux ou pas? Bah non, moi j'ai vu celui-là qui me plaisait, c'est pour ça que je veux l'acheter. Ça marche comme ça, hein. Tout ça, en fait, ça fait partie de la... comment dire, un subterfuge marketing, on vous laissant croire qu'il y a beaucoup de choses derrière, mais il n'y a rien derrière en fait. Il n'y a rien. Alors, Gamezemol n'a pas voulu me rendre le Clay Lancer plus propre, j'ai les boules. Ouais, mais tu m'avais raconté, ouais, ouais. Ouais, c'est encore une autre histoire ça. Mais tu vois, c'est un exemple qui confirme ce que je dis, c'est que en vitrine, tu avais un beau jeu, et, le deuxième qu'il y avait était Sunfade et plus moche. Donc au final, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas forcément l'équivalent en qualité de ce qu'ils ont dans la vitrine. Ils ont pas mieux. Ils mettent le meilleur truc en vitrine tout de suite. Il n'y a rien d'autre derrière. Beaucoup de jeux ont pris beaucoup de jeux ont pris du fait de l'éditeur du jeu. Par exemple, Rock'n'Roll Racing a pris de la valeur car c'est un des premiers jeux de Blizzard. C'est vrai qu'il y a eu la compilation Blizzard il y a pas longtemps et en effet il y a une petite hype pour que justement les gens s'intéressent à ça. Ouais. Alors après il nous a montré Toy Story. Alors Toy Story c'est intéressant mais en même temps ça c'est un jeu casual. C'est-à-dire que il y a énormément d'exemplaires qui ont été fabriqués autour de ce produit-là. Le Toy Story les gars, prenez-le en version US si vous avez l'occasion. Parce que sincèrement, c'est pas un produit. C'est pas un produit qui en 50 Hz donne toute sa valeur à la console. Et ça, c'est un jeu, on va dire. Bon, je crois qu'il était déjà entre 15 et 20 balles. Aujourd'hui, un Toy Story Mega Drive, hein, c'est 30 balles. 30 balles maximum. Bon, c'est pas énormissime. C'est pas un jeu qui est très demandé non plus. C'est pas un jeu qui a un gameplay de ouf, hein, je trouve, hein, franchement.
Même si c'est une cartouche à 32 mégas, je crois, c'est un gros jeu au niveau capacité pour la console. Ouais, 32 mégas, voilà. Mais ça reste un jeu qui n'est pas forcément intéressant par rapport à d'autres Disney à l'époque qui ont été faits par Sega et Disney. Là, c'est Psygnosis avec Disney Interactive et puis Sega qui se sont occupés du titre et Traveler Tales. C'est un fourre-tout en fait de plusieurs programmeurs et tu ressens pas l'esprit Disney. Pour moi, c'est le problème en fait dans ce Toy Story, c'est qu'il n'y a pas l'esprit Disney et puis mis à part si t'es si t'es fan de la licence, t'as pas forcément envie en fait de jouer à Toy Story sur Mega Drive. Euh, En plus en 50 Hz. Alors en 50 Hz, les gars, je peux vous dire que c'est Steve Austin, le mec. Woody là, c'est Steve Austin quand il saute, hein. Enfin bref. Après, ça reste un jeu. Bon, disons que moi, j'ai jamais été fan. J'ai vécu la sortie où ils l'ont mis dans les rayons, tout ça. Au niveau de la hype, moi, j'ai pris Mortal Kombat 2 à la place. Enfin, je l'ai pas acheté Mortal Kombat 2, j'y ai joué d'occasion. Mais j'étais plus hypé par Mortal Kombat 2 et tous ces jeux-là à l'époque que d'acheter Toy Story, quoi. Je m'en foutais total, quoi. J'avais passé l'âge. Et pour les gamins, Toy Story était beaucoup trop difficile. Voilà. Bon, après, il y a le jeu, ça c'est intéressant. Il y a le jeu Soleil dont il parlait il y a 8 ans. Et Soleil, en fait, ça reste un titre qui est pas forcément demandé en fait par les gamers. Parce que Soleil, c'est un jeu qui est largement en dessous niveau gameplay et très très plan-plan. C'est marrant parce qu'on dirait plus un jeu Game Boy qui a été porté au niveau du level design sur la Mega Drive. C'est pas un jeu extrêmement recherché au niveau des chutes, des rebondissements. C'est très carré, c'est très réfléchi, c'est très simpliste, etc. Et même les fans de Zelda s'y sont pas retrouvés en disant ouais bof c'est pas mal mais c'est pas trop ça quoi. Et donc Soleil sur Mega Drive qui à l'époque hein, coûtait pas forcément cher déjà, hein, il était autour de 25-30 balles. Bon attention, si on part de la version française c'est un peu plus cher. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de versions allemandes de Soleil qui traînent sur le marché, vous faites pas avoir avec ça. Mais Soleil en version pâle, en cherchant une pile de sauvegarde qui marche également, ça peut être un peu plus costaud qu'une quarantaine d'euros si on passe hors particulier. Maintenant, je vous cherche les gars, hein, attendez, une version avec une version FR, hein. Je cherche le prix d'une version FR, si je peux vous trouver ça, s'il y a beaucoup de versions allemandes. Alors, il y a des versions complètes autour de 59 euros avec notice allemande, etc. Mais pour ce qui est. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de disponible. C'est hallucinant quand même cette histoire-là. Version allemande. Incroyable. Pénurie de Soleil Mega Drive en version française. Bon, écoutez, ce soir, bah, déjà on peut dire un truc, c'est que c'est une cinquantaine d'euros pour la version allemande complète. Version incomplète, c'est la moitié. C'est-à-dire que la notice coûte bonbon déjà, elle coûte 25 balles la notice apparemment. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est que Soleil qui coûtait 25 balles, aujourd'hui coûte au moins 50 euros euh, pour une version peut-être française sans notice, mais j'ai pas d'estimation là à vous donner les gars. Euh, je cherche. Ouais, il y en a pas. En tout cas, attention, il y a également des versions anglaises qui cotent à assez de façon élevée autour de plus de 100 balles. Donc ça c'est. Alors il y en a un à 80 euros 80 euros en allemand encore là. Ouais, j'ai du mal à trouver une version française, hein, c'est hallucinant. Bon, imaginons qu'aujourd'hui il n'y a pas de version française sur le marché, la version allemande est à 50 balles.
On peut estimer à 80 balles Soleil aujourd'hui Mega Drive FR. Après, dites-moi si vous, de votre côté, vous avez pu choper ce jeu-là récemment en version française. Mais en tout cas, le prix de 25 euros il y a 7-8 ans, ou de 30 balles, moi je crois que je l'ai payé autour de 30 balles, pareil, légèrement moins. Euh, je pense que par contre pour les fans de Zelda-like, ça peut être intéressant de le faire, d'y jouer. Mais aujourd'hui mettre 80 balles ou 90 balles dans ce truc-là, non, en fait non. C'est attention, hein, si on parle c'est 200% d'inflation les gars sur 7 ans pour ce Soleil en version française qui devient de plus en plus rare, j'ai l'impression, hein. Voilà. Alors je sais pas à combien ils l'annonçaient les gars. Euh, Ah, ils disent pas le prix. Ah, c'est vrai qu'ils disent pas le prix tout le temps souvent, hein. Enfin tout le temps à la fin de chaque présentation de jeu. Mais voilà, c'était un petit exemple que je voulais vous donner à travers ce phénomène d'inflation sur certains produits. Et vous allez retrouver sur la plupart des titres d'il y a 7 ans un minimum de 100% d'inflation sur des jeux qui coûtaient entre 15 et 20 balles. Parce qu'au final, le, le, le prix qui double pour un jeu qui valait 15 balles, c'est pas énormissime aujourd'hui. Et c'est pas comme si au bout de 6 mois, au bout de 2 mois, en fait, ça va aller extrêmement cher. C'est au bout de 7-8 ans, c'est ça qu'il faut voir. Mais il faut être très patient aujourd'hui pour revendre un jeu qu'on a acheté très peu cher. C'est un peu ça la leçon qu'on peut tirer en fait de ce genre de comparaison des prix au bout de 7-8 ans sur la console. C'est que les prix évoluent extrêmement lentement et encore plus lentement pour les jeux qui valaient déjà très cher à l'époque. Parce que vous prenez par exemple des jeux qui valaient déjà 80 balles à l'époque, type pas forcément un Castlevania Bloodline, mais peut-être un Splatterhouse 3. Splatterhouse 3 aujourd'hui il vaut peut-être 130 euros. Il valait 90 euros à l'époque. Regardez, l'inflation elle est pas énormissime, hein. On est pas on est très très loin du 50%. C'est très très modéré. Mais bien sûr, là on parle de la Mega Drive. Si on parle d'autres consoles, peut-être qu'il faudra reconsidérer les prix, etc. Je trouve que la Mega Drive c'est une des consoles les plus modestes au niveau, comment dire, spéculation, au niveau des gens qui possèdent ces jeux, qui ont acheté ces jeux dans le passé. On reste assez modéré dans la façon de revendre son produit, on reste assez correct également. C'est pas la plupart des gens qui ont une Mega Drive aujourd'hui qui veulent la revendre ne cherchent pas forcément à faire beaucoup beaucoup d'argent. C'est pas non plus une console, c'est vrai, qui représentait la puissance financière dans les années 90. C'était plus la Neo Geo, hein, comme on sait, et ça l'est encore aujourd'hui. Euh, alors Brasildom, tu as appris hier que Sega allait prochainement retirer définitivement tous ses titres rétro des stores Steam, Xbox, PS4. Seule la Switch subsistera comme... Oui, parce qu'ils ont dû acheter les droits, c'est ça, Nintendo. C'est pas étonnant, hein. Mais ça fait partie d'une stratégie marketing de Nintendo qui justement veut faire en sorte de garder le monopole sur les stores et puis également de garder le monopole sur, vous savez, ces licences phares. Et comment dire, il y a beaucoup également de produits Sega qui sont disponibles avec des produits Nintendo. Il y a sûrement un partenariat au niveau des achats. Ils doivent s'entraider, à mon avis, sur certains points.
notamment les propriétés intellectuelles, etc. De toute façon, moi je vous dis, hein, tout ce qui va être futur produit pirate prochainement, au niveau de la vente, au niveau des consoles, etc., ça va être problématique hein, pour, comment dire, les gens qui veulent faire du commerce autour de ça. Ça va être problématique. Ouais. Voilà. Salut Boro. Sega va sortir Virtua Fighter 6. Bah ça aussi, le fait que justement Sega ils protègent leur licence, c'est surtout parce que ils ont le projet de sortir prochainement des nouveaux produits pour leur comment dire, basés sur d'anciennes licences. Ça c'est sûr et certain, c'est comme ça que ça marche hein, de toute manière, hein. Ça y a pas de secret hein, à ce niveau-là. En général, quand on protège en avance les propriétés intellectuelles de certains produits, c'est parce qu'on a le but d'exploiter ces produits-là prochainement, très très prochainement. Euh, voilà, après pour terminer les gars, au niveau je vous disais, hein, de la dernière vidéo de la visite du côté de Full Set à Paris avec SNK, c'était assez amusant de voir des consoles duo dans les toilettes, rangées à droite à gauche, etc. Mais bon, ça reste. C'est ce côté musée, moi, qui me plaît, en fait. Côté musée, et j'ai l'impression que parfois, ce genre de magasin peut finir en magasin de jouets type musée, type Luluberlu, justement, où on est plus, vous savez, dans le côté euh, vitrine de jouets inaccessibles. Je pense que ça vous est arrivé également, voilà, d'aller dans des boutiques et de regarder les trucs avec des grands yeux et de pas forcément avoir la puissance financière pour acheter quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que Full Set va finir comme ça également. Full Set comme d'autres boutiques, hein, pourquoi pas, hein, voilà, hein. Voilà. Bah écoutez les gars, hein, moi sur ce, je vous dis bonne soirée. On a fait un petit live sympa, voilà, qui a pas duré trop longtemps. Et puis, il y a à prendre et à laisser hein, pour ceux qui veulent écouter. Ça fait toujours un truc à écouter, voilà, quand vous allez au travail ou que vous allez faire un tour à droite à gauche. Portez-vous bien, passez un bon week-end, et puis profitez de vos jeux, hein, comme on dit toujours, hein. N'achetez pas si vous n'avez pas besoin, hein. Gardez votre argent, les gars. Il y a des choses plus importantes à faire dans la vie que de courir après des choses. Où au final, bah, vous vous demandez un jour ou l'autre, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai acheté ça? C'est assez amusant. Ah ouais, je fais une petite dédicace, tiens, à cousin Hubert qui est passé chez SNK et qui a fait une très belle émission également. Ça peut vous surprendre, mais j'ai quand même passé, attention, j'ai regardé l'émission en entier, hein. J'ai passé 5 heures à regarder l'émission, mais en 3 fois. Et j'ai tout écouté. Et j'ai parlé avec cousin Hubert après en privé, il m'a dit mais tu sais, hein, moi, la Saturne, hein, je l'ai jamais connue à l'époque. Et c'est là en fait que tu te dis putain, euh, les mecs quand même ils sont capables de parler d'un produit qu'ils n'ont pas connu, mais ils sont tellement passionnés parce que la machine a représenté dans l'histoire du jeu vidéo qu'ils y sont intéressés après la sortie. Et bah, allez faire un tour les gars sur la vidéo parce que c'est toujours pareil, il y a des choses intéressantes à écouter, à regarder, et d'autres peut-être qui vous passeront par-dessus la tête, mais c'est toujours intéressant d'écouter en fait les gens raconter des histoires autour de consoles du passé. Voilà les gars, allez, salut les gars, passez une bonne soirée, ciao ciao.